On va pouvoir analyser ce match entre le Bayern et Chelsea. Je vous avais fait une vidéo juste hier en disant les pronostics, etc. pour les matchs de hier soir, les matchs que j'allais regarder. On avait déjà prévu que le PSG allait battre assez largement l'Atalanta et que c'était pas forcément le match qui allait nous intéresser sur la soirée. Et moi, c'était entre le Bayern ou bien Liverpool, quelle équipe j'allais regarder. Et j'ai penché pour le Bayern-Chelsea pour le coup, que j'ai regardé, que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup ce Bayern-là, il est très intéressant. Et on va décrypter tactiquement pourquoi est-ce que pour moi c'est la victoire de compagnie hier soir sur Chelsea. Donc pour faire un petit point sur les stats du match, on démarre sur un 4-2-3-1 des deux côtés. Euh, un momentum qui est beaucoup plus du côté du Bayern, une domination qui est plus importante du côté du Bayern. Au niveau stats, ça se retranscrit aussi un petit peu. 16 tirs à 9 pour le Bayern, une possession pour le Bayern. 2 expected goals à 0,73. 556 passes à 437. Donc voilà, globalement, on a une équipe du Bayern qui est chez elle et qui a une domination plus importante que Chelsea sur le match. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est plus sur le plan tactique. Il faut savoir que Chelsea est une équipe qui met un fort pressing et on va le voir à travers des analyses que comment a réussi le Bayern à se sortir de la densité du milieu de terrain, notamment de Chelsea. Le match démarre du coup en 4-2-3-1, avec d'un côté les joueurs de Chelsea que vous voyez en bleu et les joueurs du Bayern en rouge. Euh, une équipe de Chelsea qui met une grosse intensité, comme on l'a dit, sur le milieu du terrain, et qui essaye de mettre un gros pressing au moment où le Bayern a le ballon pour relancer. On l'a vu, le Bayern a plus la possession du ballon, donc le Chelsea avait beaucoup de travail à faire sans ballon. Donc comment a réussi le Bayern à se créer autant d'occasions malgré ce fort pressing et à gagner 3-1 contre une équipe de Chelsea qui est quand même une équipe championne de la Coupe du Monde des clubs, une équipe forte, censée être forte de Première Ligue. Et voilà. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc on va se pencher sur le Bayern principalement. Donc on va enlever la photo des joueurs, on va juste mettre les numéros pour les joueurs de Chelsea. Ce qui s'est passé dans un premier temps, notamment en première période, c'est que pour attirer les joueurs de Chelsea, on a un Kimmich qui s'est un peu plus inséré sur les côtes d'Upamecano euh, et qui venait s'insérer pour écarter, mettre plus de joueurs dans la largeur et forcément attirer un petit peu plus les joueurs de Chelsea dans l'aspect haut du terrain pour on a créé une densité un petit peu moins forte sur le milieu de terrain et plus de propositions en repartant de derrière. Voilà, ce qui faisait monter l'entièreté du bloc en fait de Chelsea et qui créait un petit peu d'espace dans le dos. Ce qui a posé problème notamment à Chelsea dans la construction notamment, c'est que ils étaient plus sur un dispositif en 4-1-4-1 pour défendre, et que du coup, avec ce Kimmich qui s'insère à côté d'Upamecano ou entre Ta et Upamecano, bah en fait il y a trop de distance entre les joueurs et du coup on va avoir un Cole Palmer qui va un peu plus aller sur Jonathan Ta pour faire le pressing et du coup ils sont obligés Chelsea de se remettre un peu plus bas pour défendre et de laisser un petit peu plus d'espace pour les latéraux. Notamment quand Jonathan Tah avait le ballon, on a vu un Cole Palmer qui pressait énormément pour essayer de mettre la pression à Jonathan Tah sur sa relance. Et généralement, quand on sort de la densité, on se retrouve du coup avec un Stanisic qui avait énormément d'espace devant lui. Et donc on peut le voir sur cette photo-là où on voit un Cole Palmer qui est haut, hein, qui est très haut, Cole Palmer, qui est allé chercher Jonathan Tah, juste ici, et qui libère un espace conséquent pour Stanisic sur le côté. Donc pour revenir à ce schéma défensif qu'avait Chelsea en première période, donc une autre forme de développement qu'a eu le Bayern pour essayer de casser ce pressing fort de Chelsea, c'est de faire revenir Harry Kane. Faire revenir Harry Kane dans le milieu de terrain, apporter de la densité au milieu et surtout libérer de l'espace dans le dos des défenseurs. Là, on le voit, notamment, il y a un énorme espace quand Jonathan Tah a le ballon et que Harry Kane vient chercher très bas, énormément d'espace dans le dos des défenseurs. Donc là, comme on peut le voir, notamment, donc on voit que Jonathan Tah a le ballon, il essaie de construire derrière.
on a un duo ici entre Gnabry et Harry Kane qui sont censés être les deux joueurs offensifs du milieu de terrain, qui viennent chercher beaucoup plus bas, qui libèrent de l'espace dans le dos, qui sont notamment pris par Luis Diaz ou bien Olysée. Et ça pose énormément de problèmes à Chelsea. En deuxième période, le Bayern a essayé un petit peu autre chose, dans le sens où, pour casser entre guillemets encore ce pressing et tout en utilisant Harry Kane un petit peu plus bas, ce qui a déjà bien perturbé sur la première mi-temps Chelsea. Donc ce qui s'est passé en deuxième période, c'est qu'on a Manuel Neuer qui s'insère un petit peu plus entre les deux centraux et qui joue ce rôle de relanceur autant que les défenseurs centraux. Du coup, on a un Kimmich qui s'excentre un petit peu, on a un Goretzka qui reste un petit peu dans la densité, et on a surtout Harry Kane qui est encore là, en train de proposer au milieu de terrain, et qui libère un énorme espace juste dans son dos, juste ici. Cet espace qui sera pris directement par Konrad Laimer, en fait, qui vient dans le dos de la défense, dans le dos des milieux de terrain, créer de l'espace entre les lignes. Ce qui a posé aussi énormément de problèmes à Chelsea, c'est toutes les variations en fait de position et tous les changements de zone qu'il y a eu de la part des milieux du Bayern. En fait, au Bayern, avec Harry Kane qui se posait en plus, Kimmich, Gnabry, Goretzka, ça faisait énormément de monde au milieu du terrain pour repartir de derrière, et les quatre changeaient tout le temps de zone de jeu. Ce qui demandait aux joueurs de Chelsea énormément de communication entre eux, et c'est quelque chose d'hyper épuisant mentalement, mais c'est en même temps physiquement difficile de savoir où se placer sur le terrain. Et donc là, on va le voir à travers des petites mises en scène, enfin des petites mises en situation, où là on voit par exemple Gnabry qui a le ballon au milieu de terrain, assez bas parce qu'il vient recharger le ballon. On a un Reece James qui vient le chercher. 30 secondes plus tard, c'est Pavlovic qui a changé de zone, qui se retrouve dans la zone de Reece James. Et du coup, on a Gnabry qui se retrouve tout seul, sans marquage. Et ça, c'est dû à toutes les rotations. Là, on voit Cole Palmer et Reece James qui viennent chercher haut, encore une fois, sur le pressing. Et ça libère de l'espace dans le dos parce que ça ne fait que de bouger pour Konrad Laimer. Encore une fois, au milieu de terrain, Harry Kane qui redescend très très bas, qui occupe Reece James. Et du coup, ça libère une fois de plus de l'espace pour Konrad Laimer. Pour Laimer, entre les lignes, on a des joueurs qui sont entre les lignes de Chelsea et qui sont libres de marquage. Là, pareil, encore une fois, on a 5 joueurs de Chelsea, on a 4 joueurs dans une petite zone, 3 joueurs du Bayern, ce qui libère forcément, on le voit juste au bout, là, juste ici, on a un petit... Oh non, on le voit juste ici, on a un petit Harry Kane, hop là, qui est tout seul dans son coin et qui est libre de marquage. Là, on le voit par rapport à ce que je vous ai dit, l'insertion de Manuel Neuer en termes de relanceur libère encore plus d'espace avec un Palmer qu'on voit un petit peu trop haut et du coup un Jonathan Tah qui se retrouve seul sur le côté pour pouvoir relancer et avoir beaucoup plus de temps. On voit aussi un autre problème qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, mais c'est le problème Mayo Gusto, dans le sens où la densité du milieu de terrain fait que ça occupait un défenseur, fait que ça occupait l'ensemble des milieux de terrain, et du coup on a un Mayo Gusto qui a voulu compenser en essayant d'aller chercher haut, et qui se retrouvait entre Luis Diaz et Stanisic qui posait un énorme problème à Chelsea sur le côté droit. L'erreur qu'a notamment fait Chelsea, c'est de vouloir compenser avec un central pour prendre Luis Diaz. Mais du coup, on se retrouvait avec un espace hyper conséquent au milieu de terrain. Surtout que cet espace pris par le défenseur central était très vite compliqué à gérer, parce qu'on avait souvent un Gnabry qui venait en soutien et qui créait un 2 contre 1 sur un espace sur un côté très très proche. On va le voir notamment avec une mise en situation. Donc là, on voit la mise en situation où Mayo Gusto est un petit peu plus haut, même s'il y a Cole Palmer qui vient couvrir sur le côté. Donc là, on a encore la situation. Hein, Laimer, Cole Palmer et Gusto qui sont entre les deux. Mais Gusto monte hyper haut pour venir couvrir Laimer parce qu'il est seul et sans marquage et qui peut progresser rapidement sur le terrain. Et donc là, on le voit sur la situation, donc avec Laimer, notamment Mayo Gusto qui se retrouve trop haut. Luis Diaz qui est pris par Caicedo. Et donc là, on voit Chalobah qui est sur le côté,
qui prend Gnabry, qui est venu s'excentrer totalement. Et derrière cet espace-là, bah, on n'a personne. En fait, derrière Caicedo, on a Cucurella qui est juste ici, mais on n'a personne qui est dans le dos. Et donc, du coup, à la suite de ça, une distance beaucoup trop longue entre les deux défenseurs centraux, avec un énorme espace dans leur dos, un Mayo Gusto qui est beaucoup trop haut. Donc Luis Diaz qui joue l'appui juste ici, libère un espace total dans le dos qui est pris par Leimer. Leimer qui va bien fixer pour laisser Harry Kane venir dans son dos qui se projette. On voit que tous les défenseurs de Chelsea courent vers leur but. Ça, c'est un signe de retard et d'être en difficulté. Et derrière, on a une frappe d'Harry Kane qui malheureusement sera loupée parce qu'il loupe un petit peu son contrôle. Mais c'est un exemple de ce qu'a cherché à faire le Bayern en termes de décalage pour créer de l'espace dans le dos de Chelsea. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la tactique de Chelsea et de savoir ce qu'ils ont fait, qu'ils ont voulu mettre en place. Du côté de Chelsea, habituellement, ils sont dans un système où Mayo Gusto cherche un petit peu plus haut à prendre le couloir, avoir une relance à 3 derrière et un double pivot qui se transforme. Quand Chelsea met en place les choses, il se retrouve avec un simple pivot où celui qui se retrouve en numéro 6, ça peut varier entre Caicedo et Reece James, se retrouve avec plein de solutions quand il se retrouve entre les lignes à jouer vers l'avant, soit au niveau central ou bien sur les côtés. Voilà. Il a énormément de solutions et se retrouve dans un espace entre les attaquants, la première ligne, et les milieux de terrain. Ce qu'a fait le Bayern en termes de choix pour défendre sur cette relance de Chelsea, c'est d'aller chercher les deux milieux de terrain pour éviter la relance. Donc Kimmich est monté et du coup on laissait un contre 1 derrière avec les joueurs du Bayern, même une supériorité numérique pour les joueurs de Chelsea, mais au moins on avait le marquage des deux milieux de terrain pour éviter cette transition justement, qu'ils puissent faire la transition. Ce qu'a essayé Chelsea, notamment, c'est de mettre Joao Pedro. On va juste changer les. Tac. Juste changer les visages pour qu'on parle de Chelsea. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de mettre Joao Pedro avec Jonathan Tah en marquage et Upamecano avec Enzo Fernandez. Ils ont essayé d'isoler au maximum Joao Pedro pour créer le 1 contre 1 avec Jonathan Tah en essayant de faire en sorte d'avoir des décalages. Donc on va le voir notamment à travers certaines situations. Donc là on voit par exemple Cucurella qui se retrouve à 3 juste ici sur le côté gauche. Michael Olise qui est un peu dans le retard. On voit les deux milieux de terrain du Bayern qui sont juste ici et qui viennent marquer Reece James et Caicedo pour éviter la relance. Juste ici normalement vous avez Pedro Neto qui est sur le côté. Enzo Fernandez juste ici qui est marqué. Et on voit qu'on a un espace qui se crée dans le dos de Upamecano avec Pedro qui essaye de plonger, comme vous allez voir juste après, qui essaye de plonger dans le dos du défenseur central et du latéral, et d'emmener Jonathan Tah, du coup, de prendre l'avantage sur Jonathan Tah. On va le revoir avec cette situation-là, où bah, là, pour le coup, bah, c'est Caicedo qui a pas de marquage, et qui tout de suite essaie d'aller chercher la profondeur sur Cole Palmer, dans les interespaces. Donc voilà ce qu'a voulu éviter le Bayern, et ce qui crée le danger. On voit notamment Mayo Gusto en plus qui est tout seul sur le côté droit sur cette situation-là, de créer une supériorité numérique constante sur la défense du Bayern qui est souvent en 1 contre 1. Voilà ma petite analyse sur le choc entre le Bayern et Chelsea. Il y a eu des choses très intéressantes en termes tactiques. Pour le coup, une victoire du Bayern qui a su créer énormément d'espace. On a vu un très bon Harry Kane comme d'habitude, présent pour le grand rendez-vous. On a vu un très bon Olise. Une équipe du Bayern dans l'ensemble qui me plaît énormément. Je trouve qu'elle est très intéressante à regarder et j'aime beaucoup. Et Chelsea qu'on attendait un petit peu à ce niveau-là, voir si elle était au niveau des grosses équipes. Et pour le coup, peut-être que Chelsea a un petit peu de retard, quelque chose à corriger. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao!